Une équipe de l'aventure des plantes arrive à Bogota. But de l'expédition, les hauts plateaux de Colombie, les Paramos, une région de brouillard permanent et d'humidité persistante. Ce qui intéresse nos reporters, c'est que cette région est le royaume des mousses. Dans l'histoire de la conquête de la Terre par les algues vertes venues de la mer, les mousses sont le premier commando d'infanterie de marine qui a débarqué et réussi à fixer une tête de pont. C'est un exploit glorieux que d'être ainsi passé de la vie aquatique à la vie à l'air libre. Mais hélas, après cet effort spectaculaire, les mousses n'ont pas su aller plus loin. Depuis des millions et des millions d'années, elles restent là, figées, n'en revenant pas de leur exploit, le perpétuant sans l'améliorer. Comme celui qui a gagné une guerre et ne cesse de le raconter. Une tige de mousse isolée, c'est déjà une plante en miniature. Tout l'exploit est là, dans l'invention de la tige et des feuilles. Et pour mieux comprendre à quel point c'est un exploit, retournons à la mer. Il suffit de voir, par comparaison, la morphologie des algues, ces grands-mères maritimes des mousses. Elles prennent les formes les plus diverses, parfois très belles d'ailleurs, mais sans différencier aussi nettement une tige et des feuilles. Pour vivre dans l'eau, elles n'ont pas besoin de se compliquer l'existence, il leur suffit de flotter mollement, fixé par un pied qui n'est pas une racine, mais simplement une fixation. L'algue n'a pas besoin de racines, puisqu'elle baigne dans son milieu nutritif, l'eau de mer. Quant à la photosynthèse, qui consiste à capter l'énergie solaire pour fabriquer des sucres, l'algue le fait aussi bien à travers l'eau, tant que la lumière pénètre. L'eau, pour l'algue, c'est donc à la fois le milieu porteur et nourricier. Pourquoi éprouverait-elle le besoin d'avoir des racines, une tige et des feuilles? Toute l'algue est donc fabriquée du même tissu indifférencié, un peu caoutchouteux, qu'on appelle le thalle. D'où cette allure, à marée basse, complètement écroulée. Elle attend que l'eau revienne. Mais pour vivre en permanence hors de l'eau, c'est une autre affaire. Voici comment l'on pourrait traduire le raisonnement de l'algue du littoral confronté à cette ambition. Raisonnement entre guillemets, bien sûr, mais qui traduit l'effet de l'évolution. Voyons, j'en ai assez de ce va-et-vient du ressac, il serait temps de choisir où je retourne à l'eau, où j'émigre sur la terre. Oui, mais comment? Que me faudrait-il pour pouvoir vivre à l'air libre? Ça y est, j'ai trouvé une tige pour me tenir debout, avec des batteries solaires à la chlorophylle. Et je ferai monter l'eau de la terre jusqu'aux batteries solaires par l'intérieur de la tige. Comment? Eh bien, par osmose. Pour l'instant, c'est tout ce que je connais. Ça marche dans l'eau, pourquoi pas dehors?
Voilà donc comment les mousses, par un effort d'imagination qui a duré des centaines de millions d'années, en divisant mieux le travail entre des organes désormais différenciés et spécialisés, ont réussi pour la première fois dans l'histoire de la planète la synthèse des 4 éléments: l'eau, l'air, la lumière et la terre. Synthèse magique. Elle reste le privilège unique des plantes vertes, hors de portée de toute science humaine. Seulement voilà, qui entreprendrait de faire la psychanalyse des mousses, il faudrait pour cela qu'elles aient un cerveau, découvrirait que dans leur inconscient virtuel sommeille toujours l'hérédité des algues. Il suffit, pour le voir, d'observer leur mode de reproduction. Les mousses, comme tout le monde, ont besoin d'avoir un bébé. Et comment s'y prennent-elles? Eh bien d'abord, comme toutes les plantes, elles attendent la fin de l'hiver. Et puis, au printemps, comme toutes les plantes un peu évoluées, les mousses forment des cellules mâles et femelles dont la rencontre aboutira à la formation d'un œuf. Ces cellules se forment à l'extrémité des tiges feuillées. La cellule femelle ne bouge pas. Invisible à nos yeux, elle est béatement installée au fond d'une sorte de petite bouteille en haut de la tige. Elle attend que le spermatozoïde l'y rejoigne. Et comment va-t-il faire? Eh bien, nous y voilà. Il va falloir qu'il nage, au moyen d'un cil qui lui servira de nageoire. Exactement comme le fait toujours son arrière-grand-mère, l'algue unicellulaire du plancton marin. Évidemment, il ne pourra le faire que si le tapis de mousse est mouillé. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'il y est arrivé et que l'œuf est fécondé, va commencer une autre aventure. L'aventure de cette capsule spatiale, qui est un berceau à bébé mousse, dont la forme varie à l'infini selon les espèces de mousses et on en compte 14 500. Vous allez pouvoir suivre, en quelques secondes, ce qui se passe en quelques jours pour une mousse qui est, pour les botanistes, une célébrité, la funaire hygrométrique. Le spermatozoïde nageur ayant rejoint la cellule femelle en haut de la tige, l'œuf de la mousse est donc fécondé. Alors, le voilà qui gonfle. Et il va faire éclater la base de la bouteille qui le contient. Hop, c'est fait. Le sommet de la bouteille devient une sorte de capuchon entraîné par un long filament qui va commencer à monter. À la fin de cette ascension, l'extrémité du filament va gonfler et donner la fameuse capsule. C'est une boîte avec un capuchon qui se termine par une sorte de bec de cigogne. C'est dans ce conteneur aérien, cette capsule spatiale, que sont enfermés les bébés mousses, capables de germer, à condition qu'elle les libère. Alors, regardez ce qu'elle va faire. Grâce aux variations de l'humidité ambiante, le filament va se tortiller, se gonfler, et puis il va faire sauter le capuchon et libérer les bébés mousses. Hop, et d'un.
Et voilà le deuxième. Et le troisième. Quant au plus émouvant, le voici. Ce qui fait s'ouvrir les boîtes à bébé mousse, ce sont des dents que l'humidité fait s'écarter et qui contiennent, devinez quoi, de la lignine, c'est-à-dire le constituant du bois. Autrement dit, les mousses ont presque inventé le bois, mais voilà tout ce qu'elles ont su en faire. Elles n'ont pas vu le formidable parti qu'on pouvait en tirer. À cause de cela, et aussi parce qu'elles n'ont pas su imaginer que leurs cellules sexuelles pouvaient se rejoindre ailleurs que dans l'eau, les mousses sont condamnées à se traîner misérablement dans les lieux humides. Parfois carrément dans l'eau, ou du moins à l'ombre. Au moment de se reproduire, leur inconscient virtuel les pousse à se comporter comme leurs grand-mères aquatiques, les algues. Elles ont conquis la terre, mais seulement à moitié, ne parvenant pas à s'arracher complètement du milieu originel. Voilà pourquoi, si l'on pouvait psychanalyser les mousses, on les trouverait mal dans leur peau, comme tous les gens à moitié libérées. Comme on dit au rugby, elles ont marqué un essai, mais elles ne l'ont pas transformé. Et qui a transformé l'essai? Les fougères. Ah, les fougères. C'est encore un monde sans fleurs, sans fruits et sans graines, comme les mousses. Mais la différence énorme, la voici. C'est la tige, beaucoup plus haute. Parce que la fougère a compris, elle, que la lignine, c'était un formidable pas en avant. Qu'on pouvait, avec ça, se fabriquer un squelette de bois, rigide, donc beaucoup plus haut. Et tant qu'à faire, la lignine leur sert aussi à se fabriquer un double système de canalisation, pour faire monter l'eau et les sels minéraux bien plus vite, et faire redescendre les sucres. Beaucoup plus de sucre. Parce que du coup, les fougères peuvent commencer à fabriquer des vraies feuilles, parcourues par ces réseaux de canalisation que sont les nervures. Commencer, c'est bien le mot. En effet, si les feuilles de fougère sont ainsi découpées, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas finies, au sens de l'évolution, s'entend. Les fougères, au stade actuel de leur évolution, n'ont pas achevé leur projet, formé de grandes feuilles, avec un tissu unique, reliant les nervures. En voici une pourtant qui est arrivée au bout, la fougère scolopendre. Au fait, pourquoi les feuilles de fougère, à leur début, sont-elles toujours ainsi enroulées? C'est parce que la croissance de la fougère se fait par les cellules de l'extrémité des feuilles. C'est le contraire de l'herbe qui repousse par le pied. Coupez-moi, je repousse pour vous. Tandis que si l'on coupe l'extrémité d'une feuille de fougère, elle ne grandit plus. C'est pourquoi la fougère prend bien soin de protéger le bourgeon terminal de ses jeunes feuilles. La meilleure manière étant de les garder enroulées en crosse, de les dérouler peu à peu et de n'exposer le bourgeon terminal qu'une fois la croissance terminée. Mais retournons en Colombie, sur les hauts plateaux proches de l'équateur. Allons voir ce que les fougères réussissent à faire sous un climat tropical et dans une humidité permanente. Un bond spectaculaire par rapport aux mousses, au point de parvenir à former, avec la fameuse lignine, des troncs de 15 à 20 mètres de hauteur. Mais les fougères arborescentes,
si impressionnante soit-elle, ne porte jamais de fleurs. Car nous y voilà. Si les fougères ont su inventer le bois, ou en tout cas l'utiliser, pas plus que les mousses, elles ne parviennent à oublier que leurs arrière-grand-mères étaient des algues. Au moment de se reproduire, une espèce d'inconscient profond, là encore, les ramène à la condition aquatique originelle. Et voici comment. Ces petites taches brunes, sous les frondes des fougères, ce sont des sporanges. Ils sont faits d'une foule de minuscules points brunâtres. Chacun de ces points est une petite boîte ronde avec une drôle d'allure boursouflée. Et ce qui produit cette boursouflure, c'est une rangée de cellules épaissies par la fameuse lignine. Quand l'air se dessèche, la lignine se contracte, la petite boîte s'ouvre et il tombe sur le sol des quantités de cellules microscopiques qu'on appelle des spores, comme pour les mousses. Ici, nous voyons les spores projetés en l'air parce que pour mieux filmer, nous avons disposé la fronde de fougère à plat, à l'envers, sous un microscope. Ces spores, ce ne sont pas des graines. La fougère ne sait toujours pas ce que c'est. Elles vont pourtant germer sur le sol. Non pas pour donner une fougère, mais une étrange petite lame verte qui ne dépasse jamais 3 ou 4 cm, même pour les grandes fougères arborescentes. Ce minuscule organe n'a ni tige, ni feuilles, ni racines, ni vaisseau. En fait, il évoque absolument le tissu primitif de l'algue ancestrale. Et c'est sur ce fantôme d'algue ressuscité par la fougère que vont se rejoindre ces cellules sexuelles. À condition, comme pour les mousses, qu'il y ait de l'humidité dessus. Parce que les spermatozoïdes n'ont qu'un moyen de se déplacer. Là encore, la natation. Avec le fameux cyle, celui des ancêtres, les algues du plancton. Après quoi seulement vont se former des œufs qui vont s'enraciner pour devenir enfin des petites fougères. Quant au protale, une fois son rôle intermédiaire joué, c'est bien simple, il disparaît, comme un fantôme d'algue qu'il était. Pourtant, durant sa brève existence, cet organe fragile reste le véritable talon d'Achille des fougères, parce qu'il est disposé à même le sol, sans aucune protection, et qu'il porte des organes sexuels entièrement nus. En outre, si par hasard il n'est pas mouillé par la pluie ou l'humidité, les spermatozoïdes nageurs ne peuvent plus y rejoindre leurs femelles. Pas d'eau, pas de reproduction. Voilà pourquoi les fougères, comme les mousses, se méfient des endroits secs. Elles ne sont qu'à demi libérées de l'eau. Certaines fougères, comme les mousses, refusent même obstinément la vraie vie à terre. Ce sont les fougères aquatiques. Ainsi, les Marsilia, qui ressemblent à des trèfles à 4 feuilles, ou les Salvinia, qui ont 2 petites feuilles flottantes. Même obsession de l'eau chez ces cousines des fougères que sont les prêles, dont la tige bourrée de sels minéraux sert à soigner la fatigue nerveuse, mais avec une tentative pour faire mieux en matière de reproduction. Les prêles fabriquent 2 protales, un pour les cellules mâles, un pour les cellules femelles. Avantage, si l'on veut, il faut toujours que Tarzan le spermatozoïde rejoigne Jeanne à la nage. Enfin, ces autres cousines des fougères, les sélaginelles, se signalent par un pouvoir miraculeux, le pouvoir de résurrection. Certaines sélaginelles se dessèchent pendant la mauvaise saison, au point de paraître mortes. Dès que la chaleur et l'humidité reviennent, elles ressuscitent littéralement, le temps de se reproduire, et elles repartent dans le coma pour plusieurs mois. Certaines mousses en font autant, celles auxquelles nous ne faisons jamais attention, sur les vieux murs ou sur les toits. C'est un privilège que la nature accorde à certaines plantes archaïques, une sorte de compensation à leur manque d'évolution. Savoir mourir et ressusciter. Mais la morale de cette aventure, qu'il s'agisse des mousses, des fougères, des prêles ou des sélaginelles,
c'est que ces plantes s'obstinent à témoigner devant nous, après des centaines de millions d'années, de ce que fut la première conquête de la Terre, une demi-conquête, puisque ces plantes n'imaginent toujours pas la reproduction hors de l'eau. C'est la civilisation suivante qui va faire le grand saut. Alors la Terre sera vraiment conquise. C'est l'aventure des ginkgos, des cycas et des conifères. Mais comment ces plantes archaïques pourraient-elles imaginer, par exemple, que des millions d'années plus tard, une plante inventera ce que vous allez voir, filmé pour la première fois? Grâce à l'accéléré, ce qui dure 2 jours va durer 2 minutes sous nos yeux. Il s'agit d'une balsamine. Cette fleur va réussir devant vous la performance d'être mâle pendant une journée et femelle pendant la journée suivante. Pourquoi? Vous allez comprendre. D'abord, la fleur est mâle. Regardez. L'organe mâle, en haut, fait jaillir du pollen d'une façon rythmique. Vu ainsi, en accéléré, on dirait un animal. Cet organe mâle est fabriqué comme une véritable brosse à pollen. Quand le bourdon entre dans la balsamine, attiré par le nectar qui est au fond, il va être obligé de ramasser du pollen sur son dos au passage. Ça ne peut pas rater. La fleur a calculé son ouverture au quart de millimètre en fonction de la corpulence du bourdon et de la longueur des poils qu'il a lui-même sur le dos. Pendant cette phase mâle de la fleur, le bourdon ne peut donc que ramasser du pollen et l'emporter sur une autre balsamine qu'il ira féconder. Maintenant, attention, nous sommes le lendemain. La fleur va devenir femelle. Pour cela, il faut d'abord qu'elle se débarrasse de l'organe mâle qu'elle ne veut plus. Regardez, il est bizarrement agité, c'est l'organe femelle de la fleur qui est en train de croître sous lui et de le pousser pour l'éjecter. Hop, c'est fait. Explication du système. L'organe mâle est ajusté comme un couvercle sur l'organe femelle pendant la première journée. Le lendemain matin, l'organe femelle fait sauter le couvercle mâle et il se présente alors tout seul et tout nu. Le bourdon, cette fois, ne peut plus que déposer du pollen, venu d'une autre balsamine. C'est ce que voulait la fleur, que le bourdon ne puisse pas la féconder avec son propre pollen, parce que ce serait s'unir avec soi-même, et génétiquement, c'est mauvais. Mais dans les épisodes suivants de l'aventure des plantes, nous en verrons bien d'autres.